Le décryptage, comme je l'annonçais dans le sommaire, je suis avec Maître Aboubacar Baparapé, avocat à la Cour, président de l'ODHP, l'Organisation pour la défense des droits de l'homme. Bonjour à vous, maître. Bonjour, monsieur le journaliste. Ça fait un sacré bail par ici. Oui, effectivement. Bientôt un an, hein, je peux le dire ici, alors que vous étiez quand même très habitué. À tous vos internautes. À un moment donné, ils ont cru qu'on a décidé de ne plus vous inviter. La hiérarchie a demandé à ce qu'on ne vous invite plus. Non, mais ça, c'est les questions d'agenda. Donc, vous voulez confesser non, cela? Non, vous avez toujours été... comment on appelle, teigneux, insistant pour que j'arrive, mais vous connaissez l'agenda n'a jamais sur permis. Le plan national, je suis pour la défense des droits de l'homme et puis je suis sollicité un peu partout. On en parlera tout à l'heure de ces sollicitations et tout ce qui a eu à vous occuper. Agapine Aplomafroïka, analyste chroniqueur politique, bonjour et merci d'être toujours présent lorsque le besoin se sent. Bonjour Kader, bonjour à maître, j'espère que de temps en temps il ne passera pas de journée pour gérer son agenda chargé. Bonjour également à Paul Maroussou, merci pour le sacrifice, pour le bouleversement de l'agenda pour être des nôtres ce matin. Merci, bonjour. Bonjour Kader, bonjour aux téléspectateurs. Merci une fois encore. Alors, maître Aboubacar Baparapé, nous allons entrer dans le vif du sujet qui nous réunit ce matin. Vous avez suivi sans nul doute comme tout citoyen béninois le micmac qui a eu entre Niamey et Cotonou, notamment lié à l'exportation de pétrole brut du Niger. Le mercredi dernier, vous avez suivi cette conférence de presse conjointement animée par le ministre de l'eau, de l'énergie, de l'eau et des mines, Sam Seydou Dambi, et le patron du CNPC, cette structure qui gère le pétrole chinois, autant pour moi. Désormais, le pétrole nigérien, autant pour moi, peut embarquer via ses mains parce que la douane nigérienne a requis une autorisation provisoire. Oui, voilà, et je vous remercie de me donner la parole en premier donc pour aborder ce sujet d'actualité. Déjà, c'est déjà une bonne chose d'avoir procédé ainsi, à savoir, même si c'est provisoire, mais il y a quand même une action tendant à la décrispation de la situation. C'est à ça que beaucoup de gens et tout le peuple donc appelaient le président Talon. Pour notre grande majorité, on n'a pas compris pourquoi cette action, disons, de rétorsion qui consistait donc à bloquer les bateaux chinois, empêcher les bateaux chinois de venir s'approvisionner du pétrole brut, donc nigérien, qui transite dans notre... Le pipeline. Le pipeline. Alors, on n'avait pas compris. Le président de la République, à travers les médias, s'est expliqué pour dire qu'il ne comprend pas qu'un pays considère le Bénin comme un pays hostile et que dans le même temps qu'il fasse transiter donc son pétrole par ce pays qui considère comme un pays hostile. Mais il faut remonter plus loin dans ce bras de fer entre le Niger et le Bénin. Il faut dire que au départ, c'était la question de coup d'État. Il faut rappeler ça à vos internautes. Oui, très rapidement, vous pouvez le dire. Est-ce que la posture que le Bénin a adoptée lors de ce coup d'État, est-ce que pour vous, elle était cohérente? Non, moi je ne pense pas qu'elle soit cohérente. Chacun, on dit dans notre langue, lorsqu'on lapide, on lance un caillou, tu ne vas pas protéger la tête d'un tiers. Tu protèges d'abord ta tête. Donc les États, c'est les intérêts. On ne peut pas fondre nos intérêts nationaux, individuels, dans les intérêts généraux. Puisque on a eu un exemple. Le voisin d'à côté a eu une attitude donc, qui ne se fondait pas, bien qu'étant membre de la CEDEAO, ne se fondait pas dans l'attitude va-t-en-guerre donc de la CEDEAO, qui, il faut le rappeler, apparaissait comme étant le bras exécuteur de la France, donc qui voulait en découdre donc avec les Nigériens en exigeant
le retour aux principes démocratiques, etc. Vous avez fait un peu la genèse de la crise. Oui, oui, c'est la genèse de la crise. Si on ne fait pas la genèse de la crise, on ne peut pas apprécier les derniers événements donc, qui font un tout, un bloc avec la crise. Parce que c'est la suite de la crise. Donc, vous ne pouvez pas me demander de sectionner, de dissocier. Okay. Donc, je crois que toutes les personnalités qui sont ici ne peuvent pas ne pas en arriver là. Donc, je ne vois pas, c'est un débat d'éclairage et nous devons le faire dans les règles de l'art, dans la grande courtoisie. Non, dans la grande courtoisie, mais en ayant comment on appelle ça, la vérité dans la bouche pour éclairer vos internautes qui veulent savoir. Qui veulent savoir. Oui, parce que là, nous sommes véritablement des leaders d'opinion et les gens veulent entendre nos sons de cloche. Tout à fait. C'est important. Agapi Nablama-Foikan, tout à l'heure, Maître Paparapé demande à ce que vous ne fassiez pas économie de vérité. Il a tenu à remonter à la genèse de cette crise. Il estime que le Bénin avait véritablement failli face à sa posture dans l'exécution des sanctions de la CEDEAO. Heureusement que la vérité n'a pas une seule face. Sinon, nul ne peut lire dans la pensée de l'autre ce qui est vérité ou pas. Je pense que, première chose, juger la CEDEAO individuellement, c'est déjà outrepasser les limites de l'individu dans l'espace communautaire. Les individus ont affaire à leur État, les États signent les accords, les conventions qui fondent la vie communautaire. Vous ne pouvez pas confier une partie de votre vie à une structure et après lui dire pourquoi elle intervient. On peut ne pas être d'accord avec les orientations de la CEDEAO, mais dire qu'on protège sa tête, je pense que ça manque un peu de rigueur. Le droit communautaire est un droit reconnu, et le maître est un avocat. Il connaît le droit au WADA, il l'applique, il est tenu de l'appliquer dans le cadre de sa profession. Donc, les actes uniformes qui nous fondent dans la vie communautaire nous obligent parfois à être respectueux des signatures. En 75, à Abuja, où le traité de la CEDEAO, Séni Kounché, c'est un Nigérien, c'est le président nigérien qui a programmé l'indépendance. Il y était, il a signé. Il sait bien que le Niger a objecté une partie de sa souveraineté au nom de la communauté. Mathieu Kérékou a signé. D'autres chefs d'État ont signé. Les accords révisés à Cotonou, qui sont 93. Mahamadou Ousmane a signé. Donc, on ne peut pas dire que chacun sauve sa tête. Autrement, à quoi sert donc la CEDEAO? Ça, c'est la première chose. On aura peut-être l'occasion. Moi, je ne pense pas qu'aujourd'hui, on va encore revenir en juillet. Pour moi, il y a des situations qui la preuve, le régime nigérien n'a pas parlé de CEDEAO. Le régime a parlé des bases militaires. Alors donc, si on reste rigoureux dans l'analyse, il se fait que la question de la CEDEAO est évacuée. Ça a fâché les Nigériens. Et Bénin a fait sa frontière d'accord. Est-ce que pour vous, la question des bases militaires n'est pas une alibi? Attendez, ça a fermé les Nigériens, ça a fâché les Nigériens. La CEDEAO, le même talent qui aurait fait preuve de zèle, est l'un des premiers, lui, la frontière avec le Niger. Le Togo n'en a pas. Parce que quand on dit le voisin, le Togo n'a pas de frontière avec le Niger. Donc le Togo a une position plus ouverte, plus facile que la position béninoise. Donc, et le Togo a toujours participé aux réunions, donc on n'a jamais dit je ne suis pas lié. Seulement, dans ce genre de situation, il y a toujours les différentes positions, c'est pas la première fois. Donc, le président Talon est revenu pour dire il y a un temps pour tout, remettons la base sur terre parce que. Même si on peut comprendre la colère légitime des Nigériens, je dis, à un moment donné, on est quand même dans la relation d'État. À partir du moment où ils ont ouvert les frontières avec le Nigeria, il n'y a plus de raison. Ça devient alors une affaire individuelle de tête à tête, comme dit Maître. Donc du coup, c'est une affaire de tête. On n'est plus dans la logique de la CEDEAO, on est dans la logique de tête qui plaît ou de tête qui ne plaît pas. Alors, on a servi l'histoire de base militaire. Donc, ça c'est un élément nouveau. Je pense que le gouvernement béninois a répliqué. S'ils veulent, ils peuvent venir. Et le gouvernement les accompagnera. Ils iront partout où ils veulent pour s'assurer. L'ambassadeur de France a parlé. Les images qu'ils ont utilisées, le réalisateur de l'image a parlé pour dire que ce n'était pas, ces images ont été mal utilisées. Donc, lorsqu'on fait le point
les autorités nigériennes n'ont pas quelque chose de fondamental. Fondamental. Et donc dire que le Bénin, donc ne pas reconnaître la pertinence de la position béninoise. Moi, je trouve que c'est mélanger les éléments de la politique intérieure à une situation qui quand même met à mal la souveraineté du pays. À mon humble avis, alors, quand le Bénin habite des bases, même habite des bases, ça relève de la souveraineté du Bénin. Donc, je pense que le Niger en avait deux, une base nigérienne, une base américaine, une base française. Et donc, le Bénin en est, c'est logique. Des États discutent entre eux pour avoir. Le Bénin clame qu'il n'a pas de base militaire. Mais je dis, même si le Bénin en avait, ça relève de la souveraineté du Bénin. Maintenant, il appartient aux Nigériens de discuter avec le Bénin des conditions de vie à la frontière. Et ça, c'est bilatéral, ce n'est pas en fermant une frontière. Docteur Paul Maïressou, qui a un équilibre dans la répartition. Je voudrais quand même. Non, et si vous pouvez promettre aussi. Je voudrais quand même. Ça va être intéressant. Il n'y a pas de souci. Ah si, parce que, allez-y, moi, je voudrais apprécier quand même Agapit qui parle de souveraineté. Parce que je ne parle pas de souveraineté. La notion de souveraineté est une notion. Il faut que nous éduquions nos internautes. C'est-à-dire que je ne parle pas de ça, je n'invente pas la notion. Laisse-le parler. Alors, on parle autrement, il a qu'à intervenir sans me répondre. Non, parce que ça dit ce que tout le monde évoque, la souveraineté. Non, on n'évoque pas, c'est une logique. Mais je ne dis pas non, c'est une logique. Donc, quand vous l'invoquez, invoquez-le aussi comme Nigérien. Mais bien sûr. Le Niger aussi a une souveraineté. Et quand un État commence à parler de sécurité, et que c'est sa souveraineté, sécurité qui est en jeu, écoutez, il faut pas faire de la légèreté dans les analyses. La légèreté? Qui l'empêche de parler de la sécurité? Alors, ils sont allés de parler de la sécurité. On va écouter Paul Maïressou. J'espère qu'Agapit va me laisser parler. Raisonnons et non, ne faisons pas la morale quelqu'un. Non, chaque fois que si le débat va dans la morale, je stopperai. Il faut qu'on raisonne. Donc, il parle du Niger, il parle des autorités nigériennes. S'il ne raisonne pas, je vais. Alors, allez-y, Paul Maïressou. Donc, moi, j'ai perdu la raison. Ah oui, ah oui, je tu n'as pas souvent. Heureusement que de tous les, parce que beaucoup sortent maintenant pour dire qu'ils sont patriotes, donc ils soutiennent aveuglement ce que le président du Bénin fait. Moi, je suis un patriote éclairé. C'est ça. Avec raison et rationalité. Allons-y. Oui, allons-y. Si nous parlons parlons de souveraineté, nous parlons de souveraineté pour nous, nous parlons de souveraineté pour les autres. Donc, respect total en matière de souveraineté. Maintenant, les autres, il a tendance à occulter. Non, raisonne là, monsieur. A dit qu'il ne faut pas me répondre, il faut raisonner. À mon humble avis, raisonne. Parce que, je veux pas. Allez-y. Il faut qu'il raisonne, il ne faut pas qu'il me réponde. Bon. C'est important, raisonne. Ok. Alright. Donc, ceux qui parlent de, comment dirais-je, souveraineté du Bénin, qui parlent de ce que je ne connais pas, moi, je ne sais pas ce que ça veut dire souveraineté. Si vous ne reconnaissez pas la souveraineté au Niger, vous ne reconnaissez pas la souveraineté au Bénin. Ça, c'est moi, mon principe. Et c'est la base du raisonnement. À partir de là, rappelez-vous que, il y a d'autres même qui évoquent aussi le Tchad. Pour dire, mais il y a les Français au Tchad. Pourquoi les Nigériens ne disent pas que on n'a qu'à fermer les frontières avec le Tchad? Écoutez, ici, il s'agit d'une question de la confiance, de la sécurité et du leadership. Si j'ai confiance en le leadership, rappelez-vous que au début de la crise, notre président a été invité à partir au Niger pour négocier. Ça n'a pas eu lieu. Et c'est le président tchadien que la CEDEAO, qui n'est même pas membre de la CEDEAO, que la CEDEAO a envoyé et les Nigériens l'ont reçu. Il n'a jamais été invité au Niger, c'est faux. C'est faux. Alors, bon, de toute façon, j'espère qu'Agapit va me laisser parler aujourd'hui. Je constate que souvent je suis... Aujourd'hui, on dit que le Bénin abrite des bases militaires. Le Bénin dit qu'il n'habite aucune base militaire et qu'il y a la présence de quelques instructeurs français. Mais est-ce que le Bénin, par exemple, lui, peut s'offusquer du fait qu'il y a, par exemple, des instructeurs russes, par exemple, ou il y a des Russes au Niger, par exemple, et pour cette raison, dit qu'il ne veut pas garder sa frontière ouverte avec le Niger? Repartons au début. Oui. La crise commence le 26 juillet, n'est-ce pas? Et notre président,
après donc la réunion, je crois que je sais pas si c'est la réunion de la CEDEAO ou juste après sa rencontre avec le président de la CEDEAO, est sorti sur le perron. Le président de la CEDEAO, c'est-à-dire le président Tinubu, Tinubu était à côté de lui. Le président Tinubu n'a pas parlé. C'est lui qui a pris la parole. Nous irons faire de sorte que la force déloge ceux qui ont pris le pouvoir de façon anticonstitutionnelle. C'est une déclaration. Mais après, mais après, le chef de l'État a eu à dire qu'il y a un temps pour prendre hâte et il y a un temps quand même. Non, mais écoutez, vous avez un voisin. On va caricaturer. Vous êtes dans un quartier. Vous avez un voisin, le voisin immédiat à vous. Ok? Il se fait il y a des lois qui disent que vous ne devez pas taper votre femme ou vous ne pouvez pas faire quelque chose. Et il se fait qu'il y a des bruits dans la maison et c'est que votre femme a été tapée. Et le voisin sort, et dit, nous allons utiliser la force pour vous déloger de là. Et effectivement, dans la période, c'est-à-dire le 26, du 26 à la période où vous et moi, nous parlons maintenant là, il y a eu du passage par ici, comment on appelle, les militaires, les accords avec les militaires français, les accords avec les militaires américains, et dans le même temps, les Nigériens sont en train de demander à ces forces-là de quitter son territoire. Vous savez, nous sommes pris, tous les deux pays, dans un phénomène, comme je le dis souvent, que si nous ne maîtrisons pas, nous allons aller d'escalade en escalade. Il y a une division idéologique forte qui s'installe entre les deux pays, un peu comme pendant la guerre froide. C'est pas entre les autorités. Ben écoutez, les autorités représentent le pays, oui ou non? Alors, donc, entre les deux pays, et si nous ne réglons pas ce problème pour savoir comment nous continuons de cohabiter, et que nous attaquons aux Nigériens et vous dire, nous, on est souverains. Oui, vous êtes souverains. Mais écoutez, les Nigériens, la mer ne s'arrête pas au Bénin, hein. La mer ne s'arrête pas au Bénin. Le Nigeria est tout près ici. On parle du Togo souvent, mais il y a le Nigeria tout près ici qui a même déjà des gazoducs jusqu'à un niveau. Ok, je vais dire qu'il y a des pipelines jusqu'à un niveau où le Niger peut construire et reprendre le relais. Donc, merci il faut aller. Attendez. Oui, il faut aller. Il faut aller. Il faut aller. Allez-y, finissez. Il faut aller. Il faut aller, Paul Marichou. Bon, je vais à vous mettre Agapit veut me faire un coup de raisonnement de nationalité aujourd'hui. De souveraineté acquis de droit, mais non. Alors, pour progresser dans le débat. Non. Agapit ne peut pas faire ce. Non, on ne peut pas faire le débat comme ça. Attendez. Il ne faut pas qu'on fasse le débat comme ça. On ne peut pas faire le débat. Mais on peut mesurer les minutes après. Mais on ne peut pas faire le débat où Agapit prend la parole chaque fois. Non, on ne peut pas faire le débat comme ça. Non, c'est pas un débat. Non, c'est pas un débat. Oui, on sache où on va. Oui, mais vous allez de l'ordre dans le plateau. C'est où on va t'attaquer le sens. Il faut qu'on revienne. Personne ne va dans tous les sens. Lui aussi va dans tous les sens. Vous attaquez les Nigériens, vous allez dans tous les sens. Tu es ambassadeur du Niger. Pardon. J'ai pas besoin. Je suis un scientifique. Moi, tu te perds dans tous les sens. On va parler dans les on va parler dans les de la discussion normale. Non, le débat sort de la discussion normale. Tu vas aussi dans tous les sens, Agapit. Tu vas dans tous les sens, Agapit. C'est bon. Tu vas dans tous les sens. Tu vas dans tous les sens. Pour défendre un gouvernement, tu vas tout dire. Quand même, j'ai la police. Je connais ces gens de blague. Tu es une habituée de ça. Aujourd'hui, les deux peuples veulent que l'on ouvre les frontières. Les deux peuples veulent quand même que les relations reprennent comme à l'accoutumée, qui est quand même la frontière ouverte entre le Bénin et le Niger, et que les camions circulent de part et d'autre, et que les anciennes communautés se retrouvent. Oui, vous savez, il y a les dirigeants, comme on le dit, incarnent leur peuple, les intérêts de leur peuple. Les dirigeants incarnent les intérêts de leur peuple. Si, d'un côté, il y a des dirigeants qui oublient les intérêts de leur peuple et prennent des décisions de nature à mettre en péril les intérêts de leur peuple, mais ne demandez pas aux autres de réagir de la même manière.
Et donc, ce que monsieur Wessou disait, voilà, nous sommes des amis. Nous sommes des amis. Nous, chacun, trois étant des amis, chacun donc a la gestion interne donc de son foyer. On n'a pas la même gestion de notre... Maintenant, ton propre ami se lève pour dire, bon voilà, comme lui l'a dit tout à l'heure, tu bats ta femme, alors là, donc il faut qu'on aille... Mais non, c'est pas porte-parole, ce qu'il dit, quand quelqu'un dit quelque chose et que c'est réel, les téléspectateurs vont juger dans les commentaires. Maître, allez-y. Mais vous les laissez eux, c'est leur opinion à eux. Bon, d'accord. Oui, laissez-les opiner. Vous voyez, lui c'est un mauvais débatteur. Il a toujours... Non, allez, maître, vous ne pouvez pas... Non, si quelqu'un dit quelque chose et que c'est dans la réalité ou que ça emporte ton assentiment, mais tu dois pouvoir le soutenir. Le droit communautaire dont il parle, le droit communautaire dont il parle, dans quel article des conventions de la... Non, dans quel article des conventions de la CEDEAO on a dit s'il y a un changement de régime, quel que soit le mode de changement, la CEDEAO doit aller attaquer. Dans quel... La CEDEAO, c'est une organisation économique, on n'est pas là militaire. C'est ça. Non, c'est pas une organisation militaire. Maintenant, si toi, tu dis que tu es mon ami, et que bon, dans ce, sous prétexte que tu es mon ami, tu dis bon voilà, tu reçois des gens qui eux sont mes ennemis pour chef d'état-major général de l'armée française. Chef d'état-major général de l'armée française. Il vient faire quoi ici? Les navires. Non. Mais bien sûr. Mais il faut rassurer son voisin, n'est-ce pas? Qui, justement, nourrit une méfiance par rapport à tes comportements. C'est ça. Et donc, vous ne pouvez pas me demander, moi, de ne pas être méfiant envers Agapit. J'ai une question à vous poser, Maître Paparapé. Oui. Est-ce parce que le Niger n'accepte pas du tout de présence de Français sur son territoire que tous les pays voisins ne doivent aucunement recevoir une visite de Français? Tous les pays voisins, comment? Comme le Bénin, par exemple. Est-ce que parce que au Niger, on ne veut pas avoir de militaires français que le Bénin doit tout de suite rompre ses accords avec tous les Français? Non, il faut partir, parce que si vous extirpez, comment on appelle, si vous enlevez le problème de son contexte, vous ne pouvez pas apprécier. Vous ne pouvez pas apprécier. Ce n'est pas, comment on appelle, à tête froide comme ça, que le Niger a dit, ah non, tu as des bases militaires. Tout à l'heure, il a dit que, mais on reproche au Niger de n'avoir pas fait la même guerre au Tchad. Tout est question de méfiance. Quels sont les rapports d'intérêt? Quels sont les rapports de confiance donc que je nourris entre toi pour vous, Cotonou ne rassure pas assez Niamey pour vous? Non, ne rassure pas. Et donc, alors aujourd'hui, que doit-on faire? Et donc les gesticulations qui se font, on dit il n'y a pas de base militaire, mais quel État va dire qu'il y a base militaire alors que c'est la source des problèmes entre le voisin et toi? On a demandé au Niger d'envoyer les leurs pour quand même inspecter ici au Bénin. Alors, Agapit Napolo-Maforican, on parle de base militaire tout à l'heure. On a dit il faut que le Niger, le Bénin demande à ce que le Niger envoie quand même des autorités pour une mission d'inspection conjointe. Est-ce que vous pensez que Niamey va répondre favorable à cette question pour que véritablement on puisse progresser? Enfin, ça c'est Niamey qui va répondre à ça. Moi ce qui m'intéresse, c'est la question de ta femme, tout ça. Je pense que si on va dans tous ces sens, on ne peut jamais faire le bon débat. Pour moi, CEDEAO, c'est juillet à décembre 2023. Il y a eu, cette décision peut être bonne ou mauvaise décision. On reste dans les décisions de la CEDEAO. Les mêmes décisions de la CEDEAO ont été prises vis-à-vis du Mali, vis-à-vis du Burkina, un peu vis-à-vis de la Guinée, bien avant aussi. Nous avons vu le président Yahi ici, président de l'Union africaine, par rapport à Sanogo au Mali. On a vu Ouattara ne pas être d'accord avec lui par rapport au cas malien. On a vu comment donc avant le Niger, il y a eu Mali.
Il n'y a pas Il eu y a eu, d'attaque. il y a eu Goodluck, ça, Il n'y a pas eu de proposition d'attaque. il y a eu Jonathan. Donc, il y a eu certaines de situations qui étaient déjà là. Et les gens ont expliqué, peut-être à défaut, mais ils se sont laissés prendre sans doute, mais c'est au nom de la CEDEAO, ils se sont expliqué que bon, c'était trop, c'était pas... Ils ont pu se tromper. Moi, on ne peut pas s'accrocher à ces gens là. Mais je pense que les relations d'État, c'est des relations responsables. Même si l'un se trompe, l'autre lui envoie des notes diplomatiques. Il y a un certain nombre de balises diplomatiques. Mais lorsque on va d'escalade dans l'escalade, première chose, entre le Niger et le Bénin, il n'y avait pas de problème. Bazoum était ici, Bazoum devrait faire partie de l'équipe avec Talon à régler la question Mali, Guinée et autres, là, Mali et Burkina. Dans la foulée, il y a eu le coup d'État. Il y a eu le coup d'État, le Bénin a réagi. La junte se braque. Logique. Ok. On est resté là, Talon fait sa déclaration en fin décembre. Il fait sa déclaration, il dit, bon, on va faire quoi? On se tait, il y a un problème. On va dire la démocratie, on agit, il y a un problème. On va faire quoi? Voilà la question quand le soldat en arrive à poser telle question, moi, analyste, je commence par dire, mais il y a quand même quelque chose dans cette affaire de droit communautaire. Oui, la CEDEAO est économique. Mais la même CEDEAO en 1999 à Lomé, déjà dans les accords révisés de Cotonou en 1993, a dit on ne peut pas rester dans l'économique et assurer la stabilité. Nous devons aller regarder du point de vue politique. Les ECOMOG, les missions ECOMOG, les accords de Lagos. Et donc, il y a eu une certaine sortie de la CEDEAO du champ économique qui peut-être doit revenir sur l'axe aujourd'hui. Mais il faut bien qu'on fasse l'analyse. La CEDEAO ne s'est pas levée en 2023 pour aller sur le champ politique. Aujourd'hui, donc, on nous dit... Il n'y a pas de... Il y a plus de débat, il y a de monologues. Aujourd'hui, qu'est-ce que l'on attend de Niamey au Bénin? Non, écoutez, moi je ne pense pas qu'on puisse attendre quelque chose de Niamey. Non, le Bénin n'attend rien de Niamey. Attendez. Ouais, si on ne pose pas un certain nombre de postulats, les gens ne comprennent. On est allé trop dans tous les sens. Depuis juillet à janvier, à décembre, les Nigériens avaient leur droit de s'offusquer. Le droit légitime à leur colère. C'est d'accord. Ils sont Nigériens dans le territoire, dans leur pensée, dans leur tout. Ils sont libres. Le Bénin est libre. Tous les États sont libres. Le premier principe, c'est la souveraineté. Mais après, si tu es souverain, c'est que tu t'enfermes dans ton champ, tu ne sors pas, tu ne reçois pas. Tu es souverain. Alors, dès que tu vas vers l'autre, vous définissez les conditions de cela, d'aller et de retour. Ces conditions ont été impliquées dans la CEDEAO. Il y a quelques dérives, d'accord, ok. Mais il y a des accords bilatéraux, il y a la coopération bilatérale. Le Bénin a un accord bilatéral, notamment sur le transport du gazoduc, avec un État tiers qui n'est pas de la CEDEAO, qui est la Chine. Voilà un élément par exemple. C'est sur ça en fait que je pense qu'on peut regarder les différents méandres. Sinon, au niveau de l'accord militaire, le Bénin a un accord militaire avec le Niger, qui a été dénoncé, il me semble. Mais le Bénin a un accord militaire avec le Burkina qui fonctionne. Par exemple. C'est dire quoi? C'est dire que nous sommes dans une situation assez délicate, créée par l'intervention au niveau de la CEDEAO, et qui se normalise progressivement. Aujourd'hui, à ce week-end, donc du 17, 18, 19 mai 2024, on n'est plus dans la situation d'une semaine auparavant. Une semaine auparavant, le Bénin a dit, bien, le pétrole passe chez moi de manière frauduleuse, je ne peux pas permettre qu'on le charge. Il y a eu un certain nombre d'actions, de réactions, d'interventions, mais le pétrole est chargé, même si c'est de manière ponctuelle. Mais ça ouvre la porte à quoi? Ce qu'on appelle les négociations. Donc, il y a un État tiers, la Chine à travers la CSPC, mais il y a également les Nigériens. Ça ne peut pas rester comme ça. Donc, je pense qu'il y a une situation de départ un peu conflictuelle. Je pense, moi, à mon humble avis, qu'elle ira progressivement dans la normalisation. Ça peut prendre son temps, mais ça va aller dans la normalisation. Paul-Marie Rousseau, qu'attendent aujourd'hui les populations du Niger et du Bénin? Ben, les populations, comme vous le savez, attendent simplement que les relations se normalisent. Mais je vais vous faire une petite histoire pour vous permettre de comprendre ce qui se passe. En réalité, la situation que nous vivons aujourd'hui est assez difficile, et c'est dû à une chose et une seule. Vous savez, nous sommes purement sur le terrain commercial, tout en étant aussi ici maintenant en évoquant bien sûr les questions sécuritaires. Si on peut évoquer les lois,
On peut évoquer les accords. On peut dire ce que la CEDEAO a fait ou n'a pas fait de bon, etc., etc. Mais ce qui est important à retenir aujourd'hui, c'est que nous nous mettons en difficulté au Bénin, et c'est de ça que nous on parle, nous qui, tout en reconnaissant au Bénin sa souveraineté, et au Niger aussi sa souveraineté, pensons que il est important que le Bénin, que c'est le Bénin qui doit baisser le ton et aller vers... Patrice Talon Pouvoissé, sa bonne foi, à ce que les relations reprennent. Mais écoutez, mais moi, ce qui a été déclaré par le président de la République à la télévision, je ne pense pas qu'on doit revenir à ça. Pour moi, le président de la République ne devait même pas prendre la parole pour parler de ça. Vous avez vu, c'est le ministre des Mines et autres qui a pris la parole maintenant. Vous voyez, sur ces questions, le président ne peut pas être en première ligne. Pour moi. Ça peut être autre chose pour d'autres personnes, mais il s'est jeté à l'eau, il est allé en première ligne, et ne pas oublier que, en réalité, nous sommes sur le terrain, comme je le dis, économique et commercial. Et sur ce terrain-là, vous savez, le Niger est en position de client pour le Bénin. Le Niger est en position de client pour le Bénin. Alors, quand vous avez un client, est-ce que vous avez constaté que la fermeture de la frontière nigériane, là je parle du Nigeria, pendant 1 an, n'a pas fait autant de bruit que la fermeture de la frontière avec le Niger? Est-ce que vous constatez cela? Et que le président de la République n'est pas sorti plusieurs fois comme ça, parler du Niger, parler de ça, parce que, justement, le Niger représente un gros client pour le Bénin. Et quand vous voulez vous en prendre à un gros client, quel que soit ce qui arrive chez lui, vous prenez d'abord le temps de mesurer. Voilà, vous voyez, il nous a été annoncé quand le ministre Agbenochi a été limogé, je crois, des Affaires étrangères, que on entre maintenant dans une ère de diplomatie économique. Moi, je me retrouve avec une diplomatie de John Brie. Je ne sais pas si vous comprenez un peu l'expression. Vous connaissez bien cette chanson-là. Le John Brie, c'est lui qui est dans le quartier, qui veut, par la force, le commerce. Vous ne pouvez pas imposer à quelqu'un d'être votre client. C'est pas possible. Ça veut dire, vous imposez à l'autre de dire, vous devez être mon client sur un marché où il y a plusieurs autres possibilités pour la personne. Vous lui imposez d'être votre client, ce n'est pas possible. Donc, moi, je pense qu'il faut prendre conscience de cette réalité. Et quand on aura pris conscience de cette réalité, nous irons au-delà de tout ce qu'on appelle accord et tout cela, parce que justement le comportement donc du gouvernement béninois, vous le savez bien, dans le domaine politique, a été le rapport de force tout le temps. Et maintenant, nous sommes sur le terrain commercial, et aussi c'est le rapport de force qui est utilisé. Sur le terrain commercial, le rapport de force ne peut pas marcher et ne marche pas, vous le constatez. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est de prendre conscience de l'état ou du statut de chacun, et de dire, bon, ok, vu ce statut-là, il nous faut adopter telle approche. L'approche, et c'est ce que nous on reproche au gouvernement béninois, l'approche adoptée face à la question qui est posée, elle n'est pas bonne. Jusqu'à présent? Jusqu'à présent. Peut-être avec les négociations qui ont eu lieu. Oui, avec les négociations qui ont eu lieu, allez-y. Peut-être avec les négociations qui ont eu lieu et que j'espère qu'il y aura des crispations, mais vous avez entendu le ministre des Mines avec ce ton encore menaçant, etc. De toute façon, vous qu'il a été menaçant. Oui, ben écoutez, il faut réécouter ce qu'il a dit. Maître Baparapé, aujourd'hui, Patrice Talon reste toujours très ouvert pour que les autorités nigériennes puissent venir peut-être inspecter les zones qu'ils estiment être susceptibles d'abriter des bases militaires pour que véritablement chacun soit au même niveau d'information pour qu'enfin, si on doit lever le blocus, qu'on le lève et que les deux populations puissent renouer avec les anciennes commodités. Oui. Vous voyez, nous ne sommes que des analystes et des interprètes de situation. Mais on n'est pas dans le secret des dieux, ni le secret de notre propre État, ni le secret de ceux qui sont nos voisins, contre qui on a pris des mesures. Donc, à partir de cet instant, nous ne faisons que des conjectures
Et sur la base de ces conjectures liées au fait que nous voyons, donc nous disons ce que nous pensons et nous faisons des suggestions. Mais monsieur le journaliste, mais il y a deux problèmes qui sont cumulatifs et qui font que mais tu es mon voisin et si tu ne me donnes pas des gages de confiance dès le départ, mais tu ne peux pas me forcer de venir acheter chez toi ou de venir vendre chez toi. Donc il y a un problème de sécurité et la sécurité transcende tout. Et le problème de sécurité résulte de la menace d'attaque dont j'avais parlé. Le Cotonou dit que la menace... Je viens. Oui. Deuxièmement, la menace d'attaque. Je dis deuxièmement, le problème économique. Si le président Talon s'enflamme et ne comprend pas ce qui lui arrive par rapport au comportement du Niger, mais il faut remonter donc au port. Parce que le port, c'est le poumon de notre économie et c'est le Niger, et c'est là où je reviens sur les questions économiques, et c'est le Niger qui, je crois, fait plus de 50% donc de notre fret. Donc à partir de ce moment, qui est en position de force dans ce bras de fer? C'est le Niger. Parce que le Niger, lui, il a d'autres débouchés pour pouvoir acheter, pour pouvoir vendre. Mais le Bénin, il a quel débouché? En grande partie, c'est le Niger. Mais le Togo ne va pas venir. Le Togo a un port. Le Nigeria a un port. Mais en plus, monsieur le journaliste, n'oubliez pas qu'il y a eu une entente entre les trois États. L'OAS, c'est-à-dire... Comment? L'AES. L'AES. L'État du Sahel. Oui, l'État du Sahel qui rend le Niger encore plus fort par rapport donc à ses adversités avec la France et avec tous les États donc qui sont les satellites de la France. Mais est-ce qu'on doit voir le conflit avec la France, avec ce qui se passe avec le Bénin? Non, ça ne peut pas ne pas être... Écoutez, l'ennemi de mon ennemi est mon ami. L'ennemi de mon ennemi est mon ami. Mais la France, le Niger a rompu avec la France, avec la manière dont vous savez. Or, c'est maintenant que le Bénin, lui, il invite les plus hauts gradés de l'armée française, etc. Donc, pour venir, à partir de ce moment, il crée une méfiance. Vous comprenez? Et de ce point de vue, je pense, pour chuter, oui, les secrets d'État, le peuple s'en fout. Le peuple, lui, il veut survivre. Parce que, on dit quand deux éléphants se battent, c'est les zèbres qui en pâtissent. Et c'est ça, c'est ce que nous pâtissons de part et d'autre. Et c'est pourquoi le peuple, tout le monde dit, bon, raison gardée et entendez-vous pour que la paix revienne. Il n'y a personne qui veuille la guerre. Il n'y a personne qui veuille la guerre. Tout le monde parle de la paix. Mais il ne faut pas parler de la paix de façon hypocrite pour ne pas, n'est-ce pas, créer la méfiance au niveau de ton voisin avec qui tu veux commercer. C'est ça le problème. Alors, Agapine Mafoka, aujourd'hui, j'ai suivi tout à l'heure Maître Baparapé qui dit que peut-être la présence du chef d'état-major français au Bénin pourrait peut-être donner encore des attestations par rapport aux suspicions qui subsistent. Est-ce qu'aujourd'hui, dans ce conflit-là, le Bénin doit mettre en veille ou en veilleuse ses relations avec la France pour le moment? Emmanuel Macron est venu au Bénin, il n'y avait pas encore le problème nigérien, il n'y avait pas encore le coup d'État. Et le chef d'État, notre président, lui a parlé des difficultés que nous avons aux portes frontalières où des terroristes venant du Niger et du Burkina, des gens non identifiés qui sèment la terreur dans les zones frontalières. Et que nous devons nous équiper. Or, nos pays ne sont pas accrédités sur le marché. Je ne pense pas que le Niger, l'État d'Irak, qui avait un problème. À l'époque, on n'a pas, c'est pas une affaire avec le Niger. Le président Macron a dit, je verrai bien. Nous allons essayer, le chef d'État a insisté pour la sécurité. Il y a eu les accords d'Accra, pour lesquels Bazoum et le Talon avaient été responsabilisés pour la sécurité dans la région. Donc il y avait une coopération sécuritaire où la France n'était pas
détachée. Puis aucune puissance n'était détachée. Il y avait une base française au Niger. Il y en avait une base américaine. Il y avait également une base américaine. Donc, quand subitement, le voisin a un problème avec la France, je ne sais pas pourquoi le Bénin doit avoir un problème avec la France. Après, il faut qu'ils gèrent leur question sécuritaire ensemble. Mais l'un n'a pas à dire à l'autre qui doit recevoir, qui ne doit pas recevoir. Ça, c'est pas non plus le bon voisinage. Tu ne vas pas me dire qui je reçois chez moi. Je ne vais pas te dire qui je reçois chez toi. C'est un respect mutuel. À moins que le bon respect soit un mot d'un sens. Donc, pour moi, la question n'est pas, on a reçu, Macron est venu, nous avons de bons rapports avec la France, nous avons toujours eu des accords militaires. Le Niger, depuis l'indépendance, il y a des accords militaires. Certains pays ont dénoncé, d'autres demandent que la coopération régionale se mette ensemble pour dénoncer. Donc, chacun y va. Ce qui dérange l'autre partie doit le lui dire. Alors, il a fallu que l'embargo soit mis sur le fret, sur la montée du pétrole dans les navires, pour que la partie nigérienne dise « Ah, c'est les bases que vous avez ». Parce que le président Talon a dit. Cotonou a démenti. J'ai dépêché, j'ai fait ci, j'ai envoyé mon ministre des Affaires étrangères, j'ai tenté moi-même, j'ai pas eu de retour. Donc, est-ce qu'on aura de retour maintenant aujourd'hui? Il a fallu qu'il bloque pour avoir un retour. Alors, moi, cartésien, je dis bien, de décembre à aujourd'hui, il n'y a rien eu. Il n'y a pas de contact entre eux. L'un est fâché parce que l'autre a fermé sa frontière. Il est fâché parce que l'autre veut faire la guerre. Il est fâché. Il a le droit de se fâcher. Il circule maintenant son pétrole, alors qu'il a fâché son pétrole, il s'est fâché. Et l'autre dit, d'accord, tu es fâché, tu ne veux rien de moi, moi-même, j'empêche parce que tu ne comptes pas avec moi, comment vous voulez, sur quelle base ton truc va passer par mon territoire. Mais ça a déclenché au moins la coopération. Ça a déclenché un début de coopération. Mon cartésien, je dis, nous sommes dans la dynamique locale. Ce n'est pas la première fois que le Bénin et le Niger ont eu des frictions. En 63, il y en a eu. Tout récemment, il y a eu des années, il y a eu les décisions sur l'île des États, il y en a eu. Des États qui sont voisins, le Burkina et la Haute-Ivoire, le Niger et la Haute-Ivoire ont eu des problèmes. Le Mali et la Haute-Ivoire ont eu des problèmes. Le problème n'est pas le problème. Le problème, c'est la manière dont c'est pas qu'il y ait problème qu'on doit tirer à Dia sur tout le monde. Le Bénin dit qu'il n'y a pas de base militaire. Mais le Bénin, oui. Est-ce que le Niger va mandater aujourd'hui maintenant des hauts gradés pour quand même une mission conjointe? Non, à notre niveau, je ne vois pas si quelqu'un peut ici peut vous dire ça. C'est qu'on peut vous dire. C'est ce qui est souhaitable. Mais ça, c'est les affaires étrangères, ça, c'est les États, c'est pas. Ce qui est souhaitable, c'est si toi et moi on le dit, mais ça a quel sens? Nous avons le devoir d'expliquer à notre compréhension, quand les autorités agissent, les acteurs agissent, nous, notre devoir, c'est de dire, voilà le champ dans lequel nous voyons ça. Après, c'est eux qui décident. Le Bénin dit, il n'y en a pas. Le porte-parole du gouvernement dit, on est prêt à leur montrer, à les faire visiter. Celui qui a réalisé l'enquête sur le terrain, le français dit, ils ont mal utilisé mes images. Les Nigériens disent non, ils peuvent dire non, moi j'en ai, je vous le démontre. Ok, vous m'avez invité, je viens. Mais tout ça se gère à deux niveaux peut-être. Soit la diplomatie normale, il y a les bons offices. Des acteurs politiques recommandent la diplomatie informelle. Je dis, vous posez une question et vous coupez en même temps. Il y a la diplomatie normale. Il y a le temps, il y a les autres sujets à aborder. Il y a la diplomatie normale. C'est-à-dire, les autorités entrent en contact avec eux. Ils ont commencé. Rien que le fait que le pétrole soit monté. Rien qu'il y ait une réunion étatique bientôt. Maintenant, les deux, rien n'exclut l'autre diplomatie aussi. Les deux peuvent être mis en branle au même moment. Le président Sogoula a fait un type de diplomatie. Les bons offices de l'association des anciens chefs d'État. C'est déjà aussi une ouverture. Donc, je pense que il va falloir taire maintenant les différentes logiques et des questions du genre, remonter à est-ce que la sécurité a raison ou n'a pas raison. Moi, je pense que les actes ont déjà été posés là où on est aujourd'hui. Je pense que c'est de passer à un autre niveau et de voir dans quelle mesure normaliser. Et ça, c'est les actes des États. Et moi, je vois que les États ont commencé à poser les actes pour normaliser. Alors, pour conclure ce sujet, Paul Maïrouissou, tout à l'heure, vous avez dit que vous êtes un patriote éclairé. Bien sûr. Alors, un bon patriote éclairé, dites-nous, quelles sont les espérances de Cotonou aujourd'hui? Les espérances du gouvernement De du Cotonou. Bénin. Oui. Bon, il peut y avoir des espérances, mais permettez-moi de rappeler ceci avant de revenir à ça. Le Niger a sorti, je ne peux plus me rappeler
le nombre de communiqués, mais au moins 3 sur la question de sécurité depuis le début de la crise. Ils ont même dit les équipements qui sont débarqués au Bénin, ils ont dit dans différents communiqués, ils ont dit ça. Donc, il faut se rappeler ces choses et se dire que c'est de la survie. En fait, le gouvernement qui est en place, c'est un gouvernement qui est dans un état d'esprit de survie. Et quand un gouvernement est dans un état d'esprit de survie, rien qui touche à la confiance ne peut disons, être toléré par ce gouvernement. C'est pas seulement au Niger. Nous nous rappelons ici au Bénin, quand il a été question que quelqu'un doit tuer un maire, ensuite tuer quelque chose, personne ne se retrouve en prison aujourd'hui. Donc, question de sécurité, c'est sérieux, que ce soit au Niger, que ce soit au Bénin. Et il faut traiter ça. Moi, j'ai déjà dit que ce n'est pas une question à dire publiquement par les autorités. C'est des questions vraiment, on ne doit même pas entendre parler de sécurité. Les citoyens ne doivent pas entendre parler de ces questions-là, échanger entre les autorités sur cette question. Et maintenant, est-ce que le Bénin a une espérance? L'espérance, elle est là. Elle est là lorsque le Bénin va changer d'attitude. Rappelez-vous ce qui s'est passé lorsqu'on a dit on ferme le gazoduc. Ok, tous les camions qui transitaient par le Togo pour aller au Niger et qui étaient des camions immatriculés au Bénin ont été interdits d'accès au Niger. Au Togo. Au Niger. L'accès au Niger, oui. Au Niger, puisque le communiqué ne dit pas... Du fret nigérien. Voilà, le communiqué ne dit pas expressement Bénin, mais en dehors de Niger et Togo, plus de camions qui fassent cela. Et s'il y a trop de choses là, de fret, nous allons faire appel au Burkina Faso et ceci. Ce qui est important à retenir dans ce chose-là, je l'ai déjà dit par ailleurs, il est important que le Bénin se rende compte de la réalité qui est celle des autorités nigériennes aujourd'hui. Cette réalité, c'est que les autorités nigériennes ne sont pas dans des conditions normales. Elles sont dans des conditions de défense. Et quand la question de défense est en question, toutes les autres questions sont subsidiaires. Dans le contexte que vous êtes en train de décrire là, maintenant, est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres acteurs qui doivent s'inviter dans le débat pour il est important, quand on dit qu'on a fermé la frontière avec le Nigeria, mais le Nigeria avait fermé la frontière, mais laissait passer les marchandises. C'était ça. Et c'est pourquoi le premier ministre nigérien a dit que, en réalité, il n'y a que le Bénin qui est fermé de façon étanche sa frontière avec le Niger, puisqu'il y a 7 frontières, le Niger partage 7 frontières avec les pays voisins. Et donc, moi, il faut que... 2 frontières, c'est dehors. Non, 4, c'est dehors. 4, le Mali, bon, je comprends que vous excluez le Mali, le truc là, mais au moment où les choses se passaient, il y avait quand même le Mali et le Burkina Faso qui étaient encore dans la CEDEAO. Et donc, il est important que nous puissions aujourd'hui prendre conscience. Moi, je pense, comme vous le dites, ce sont les acteurs, plutôt que la diplomatie officielle que nous connaissons là, continue d'aller. Ce sont les acteurs, pour moi, les chefs coutumiers, de part et d'autre, donc des frontières. C'est eux qui ont fait le tampon entre le Nigeria et le Niger pour qu'il y ait le dialogue entre les deux. Moi, je crois qu'il faut que les chefs coutumiers de part et d'autre de la frontière puissent également prendre le relais et parler les uns aux autres. Cette diplomatie, elle est sourdine, elle ne se fait pas entendre, mais elle est très efficace. Et je crois qu'il faut aller sur ce terrain et il faut travailler à ce que ça prenne. Alors, pour conclure, M. Paparapé, certains pensent que les anciens présidents tels que Nicéphore Dieudonné Soglo et Boniaï doivent s'inviter dans le débat et véritablement prendre le taureau par les cornes au regard de l'ampleur des dégâts. Oui, merci beaucoup. Il y a que toute guerre finit toujours autour d'une table. Quoi qu'on dise, à partir de cet instant, à partir de ce principe de la diplomatie des armes à la diplomatie de la table. Mais comment la diplomatie de la table va-t-elle arriver? Nul ne le sait. Mais nous nous faisons des suggestions en disant que, bien, il faudrait que nous, État béninois, nous tenions compte de la psychologie actuelle donc des dirigeants nigériens qui sont
en réalité, mais menacés de toutes parts. Et donc, ils se mettent dans un, Par qui? dans un état d'autodéfense. Et donc, par rapport à ça, il faudrait voir, c'est comme un couple qui ne s'entend pas, mais la femme dit non, si c'est le beau-frère là, qui va venir, je ne veux pas. Si c'est ça, alors il faut aller chercher une personne tierce, indépendante, donc de part et d'autre, pour pouvoir amorcer le dialogue et ramener donc les deux belligérants donc sur la table de négociation pour que la paix revienne dans l'intérêt commun de nous tous. Pour le retour de la Voilà. paix, en 1 minute, 2 minutes maximum, Agapi Mafoïkan, pour conclure. Pour moi, le Niger n'est pas menacé de toutes parts. Le Niger n'est pas menacé du Bénin. Le Niger n'est pas menacé du Bénin. Il y a eu des dysfonctionnements, peut-être au niveau institutionnel, la CEDEAO peut-être n'a pas pu. L'histoire de juillet a beaucoup influencé la suite. Le Niger, juste là, le Niger, le Bénin avait de très bonnes relations. Et c'est la junte qui est sur la qui vive. Je pense qu'il faut qu'elle règle ces problèmes de manière. C'est elle qui doit régler ces problèmes de manière cohérente pour régler les problèmes de. Moi j'ai un conseil, c'est beaucoup plus à la junte et de manière humble. Je leur dis, les vrais débats pour eux, c'est les questions intérieures. Et ça va pas rater. Donc, le Bénin n'est pas une menace. Le chef d'État l'a dit, et je ne vois pas pourquoi le Bénin qui a ces problèmes à régler va être une menace pour le Niger. Donc, à mon humble avis, la diplomatie a commencé. Il faudrait qu'elle se maintienne. Et surtout au niveau des Nigériens. Parce que, empêcher les camions immatriculés IB et de Bénin. Il y a des Nigériens qui ont des camions au Bénin et qui sont immatriculés. Donc, du coup, les répercussions ne sont pas que nécessairement pour le compte des Béninois. Empêcher les vivres béninois qui entraient de manière informelle au Niger. Ce n'est pas que les Nigériens c'est pas les Béninois qui en souffrent, c'est les Nigériens. Donc, je pense qu'il y a des dégâts collatéraux qu'on peut régler lorsque les deux parties. Moi, je suis béninois et mon premier réflexe, c'est d'assurer la sécurité autour de moi et les autorités qui assurent ma sécurité, c'est les autorités béninoises. Donc, à mon humble avis, moi d'abord, je fais confiance aux autorités béninoises. Et je dis, si c'est à eux, à elles, de trouver les voies et moyens, ensemble peut-être avec les chefs coutumiers et autres traditionnels, tout ce qu'on a dit la diplomatie formelle, pour que la solution soit trouvée. Alors, Maître Baparapé, nous avons bourré assez de temps sur ce premier sujet-là. On doit parler de la vie chère. Cela a été, ça fait l'objet quand même d'un désir irrésistible des travailleurs de marché. Cette marche est finalement tenue le 11 mai dernier. Le 27, il y a des gens qui ont été repêchés par les éléments de la police républicaine. Vous êtes quand même au premier devant de ce dossier-là devant les tribunaux. Dites-nous d'entrée de jeu, Maître Baparapé, pourquoi marcher contre la vie chère d'entrée de jeu pour vous? Oui, voilà. Quel est l'intérêt? Voilà. D'abord, il faut s'en référer à notre constitution, aux dispositions de notre constitution qui organise et prévoit dans le cadre de l'exercice par les citoyens de la démocratie, donc l'exercice, le plein exercice des dispositions constitutionnelles relatives donc aux manifestations. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que lorsque le peuple est en souffrance, qu'il crie et que le pouvoir est sourd donc à ces cris, eh bien, les représentants donc de ces peuples-là, les organisations de la société civile, etc., doivent, si elles sont véritablement responsables, donner l'alerte à travers une manifestation, non pas pour être contre le régime, mais pour aider le régime, pour porter la voix du plus grand nombre qui... Pour attirer l'attention. Pour attirer l'attention des dirigeants sur une situation. Donc, c'est dans l'ordre normal des choses que les syndicats ont programmé, après plusieurs tentatives de négociation avec le pouvoir, après avoir recueilli, n'est-ce pas, les doléances des populations qui ne trouvent pas d'interlocuteurs. Ils disent, bon, voilà, donc nous allons attirer l'attention du chef de l'État sur, la vie chère, l'absence de liberté dans notre pays. Vous comprenez? Donc ça dépasse les considérations purement corporatistes. Et c'est ainsi que
C'est pourquoi les syndicats, donc, et même l'organisation des droits de l'homme, avaient appelé donc tout le monde à venir s'associer à cette marche pour dire non à la vie chère. Donc, assez curieusement, Oui. la première marche, le 27, donc, a été réprimée. Le 1er mai, fête des travailleurs internationalement connue, la CSTB, qui n'avait pas participé à la marche de 27 des autres syndicats, donc a organisé sa marche, et bien cette marche-là aussi a été interdite et réprimée. Nous en gérons les conséquences jusqu'à présent. Alors donc, Quelle est la situation de ceux qui ont été arrêtés? oui, moi je pense que en tirant leçon de ce qui s'est passé et le 11, où le pouvoir a laissé faire, il a encadré la marche, et puis bon, tout s'est passé comme les messages qui doivent être portés à l'attention des gouvernants, et ces messages ont été portés. Vous comprenez? Donc, mais le principe de réprimer, c'est ça qui crée, n'est-ce pas, cette psychose d'absence de liberté. Le président de l'avenir pour ceux qui ont été arrêtés. Mais l'avenir, mais c'est que on a voulu, à travers ces gens, faire un procès contre la liberté, réprimer la liberté. Parce que, je finirai si je vous dis que, comme il n'y avait pas d'éléments à charge contre ces manifestants qu'on a pris, ils sont allés, n'est-ce pas, contre leur volonté, violer leur corps en faisant des prélèvements d'urine pour dire que ils sont comment on appelle, ils sont des consommateurs de cannabis. Donc, c'est des casseurs que la CSTB allait recruter pour faire la marche. Vous voyez? Voilà. Agapit Napoléon Maforican, la marche a été finalement autorisée le 11 mai. Je crois qu'on en a parlé la semaine dernière. Mais on ne va pas s'empêcher quand même de dire pourquoi tout ça pour ça. Ah ouais, je vous l'ai dit la dernière fois que de mon niveau d'information, je ne peux pas dire pourquoi tout ça pour ça. Une marche doit être encadrée. Si l'autorité qui doit l'encadrer estime qu'il y a des informations dont elle a possession ne lui permet pas d'assurer la sécurité publique, elle peut ne pas autoriser cette marche. Elle peut dire donc, il me semble qu'il y a une mauvaise communication, nous l'avons souvent dit, je n'ai pas envie de le répéter, entre la première marche qui n'a pas été autorisée le 27 et celle du 11 qui a été autorisée. La marche du premier, est-ce qu'elle a été signalée et ordonnée et renseignée? Renseigner veut dire que vous avez l'accord de pouvoir, donc l'itinéraire est connu et la police est habilitée, est chargée d'encadrer pour assurer la sécurité publique. Parce que dans ce même Cotonou, on a vu des marches qui ont dégénéré. Après, on a parlé du sang de bêtes ou du sang humain. On ne sait pas si c'est du sang de brebis, de cabri ou de bêtes ou d'humain. Ça, c'est connu dans ce pays. Donc, alors, dans les deux cas, l'État sera toujours mis au banc des accusés. Alors, quand l'État prend sa responsabilité, c'est pas, pour moi, ce n'est pas une affaire d'empêcher les libertés. À mon humble avis, si nous sommes ici à faire ce débat, c'est qu'il y a liberté, il y a des endroits où, quand les gens finissent, on les cueille à la sortie. Alors, donc, non, il faut déplorer quand même que le 27, on l'a dit, il y a une très mauvaise communication qui n'a pas été productive pour le gouvernement, pour les pouvoirs publics, et que on va quand même pas non plus s'accrocher là-dessus, et que moi je pense que ce qui s'est passé le 11 montre qu'on peut bien, quand c'est bien organisé, bien structuré, et qu'il y a un bon dialogue entre les différents corps sociaux, ou corps politiques, en tout cas des différentes organisations, des parties prenantes, ça peut mieux se faire, et vivement que si les gens ont envie de marcher, qu'ils aient l'autorisation. La vie chère, est-ce que vous la ressentez? Franchement, ce serait le vrai débat. Tous les gens, on parlera de vie chère. Tous les gens parleront de vie chère. Il n'y a aucun prix n'est stable. Tous les ans, on peut avoir une vie chère. Depuis 10 ans, depuis que moi je suis devenu conscient, je n'ai pas vu un prix qui soit resté stable d'une année à une autre. J'ai toujours le loyer, l'électricité et l'eau, le maïs, la boîte de sardines, les conserves diverses. Je ne vois pas un prix qui soit resté, même la bouteille de bière. Il n'y a pas un seul prix qui soit resté stable. Donc, c'est logique que de temps en temps, entre le pouvoir d'achat
et ce que les gens eux-mêmes, en ce que les gens gagnent et le pouvoir d'achat sur le terrain, s'il y a un grand fossé, c'est logique que les gens manifestent. Mais je pense que l'État a mis énormément de moyens dans la gestion de cette situation-là. Je pense que chacun de nous doit pouvoir comprendre que l'État, c'est nous tous, c'est les ressources que nous avons. Est-ce que l'État arrive à les efforts déployés par le gouvernement ont porté leurs effets? Les efforts doivent porter leurs fruits si les populations collaborent. Lorsque les gens qui ont peut-être des ambitions légitimes aussi, de rouler des grosses caisses, d'avoir 2 ou 3 voitures, mais ils sont producteurs de maïs, ils vont vendre ça, ils vont pas vendre ça à un prix bas pour avoir les enfants dans les écoles privées, pour avoir des bâtiments carrelés entièrement, pour dormir dans des chambres climatisées. Donc, le producteur aussi du maïs, de l'igname, du mil, du sorgho, aussi a envie de mener une vie mondaine de voisin d'en face, qui lui, il est fonctionnaire. Donc du coup, c'est vrai, il y a plusieurs situations en la matière qu'il faut questionner. Donc lorsque certains vont vendre leurs produits à l'extérieur, c'est logique. Mais quand l'État dit stop, restons d'abord à l'autosuffisance interne, normalement les populations doivent collaborer. Et elles doivent comprendre aussi, les agriculteurs, les producteurs doivent comprendre la philosophie de l'État. Mais si tout le monde dit non, il faut les mêmes personnes disent qu'il faut les laisser. Et des tonnes sont sorties du pays. Les mêmes producteurs disent, il y a vie chère. Mais lorsque les produits vivriers élémentaires haussent de prix, la population à la base le ressent systématiquement. On m'a parlé de l'ONASA, de tout. Non, le niveau où on est aujourd'hui, soit on est dans l'économie libérale, soit on est dans le contrôle total de l'État. Lorsqu'on est dans le contrôle dans l'économie libérale, le marché est ouvert. L'État, son rôle régulateur, n'est que ce qu'il fait parfois. Agir sur tel prix, agir sur tel autre, appuyer, mais l'État ne peut pas non plus appuyer tout. Donc, il n'y a que à l'interne, les corps constitués doivent travailler également à amortir le choc. Et que peut-être des débats ou des... Vous voyez, on ne fait pas suffisamment des forats, des rencontres sur certaines questions. Mais nos producteurs, est-ce qu'ils peuvent vivre? Comment faire pour qu'eux-mêmes vivent de manière décente et qu'il n'y ait pas un grand défossé entre eux et les intellectuels de la ville? C'est ça les grandes questions. Moi, je vais d'abord commencer par parler de la marche. Et à aucun moment, pour moi, ça c'est vraiment personnel, aucun moment dans une démocratie, il faut interdire les marches. Surtout qu'elle n'est pas organisée par n'importe qui, c'est organisée par des organisations syndicales. À aucun moment, on ne doit interdire. C'est une expression de liberté. Et les questions en jeu sont tellement importantes, c'est-à-dire la vie chère. Et si nous élisons un gouvernement, si nous élisons un président, et puis des députés, et puis toutes les institutions que nous avons en place, c'est justement pour que ces institutions règlent ces problèmes. Et si vous savez, vous voyez, si nous prenons un cas, on va prendre un cas, le cas américain, quand le prix du pétrole a commencé à flamber juste après la guerre, le démarrage de la guerre en Ukraine. Je ne pense pas que le gouvernement ait réprimé quoi que ce soit, mais les gens ont travaillé, les économies se sont mises en place. Il n'y a pas eu marche. Allez-y. Il n'y a pas eu marche. Allez-y. Parce qu'on ne réprime la marche, on ne réprime pas l'inaction, c'est ça que je veux dire. Il n'y a pas eu marche. Pardon? Non, les gouvernements américains ne répriment pas les marches. Ça, on le connaît. Ça, on le connaît. Quand trop pas aller au Capitole, on allait-y. Pardon? Non, tout à l'heure, on a dit qu'on peut échanger. Donc là, maintenant. L'échange, c'est pas quand. Finalement, il y a deux chanceurs. L'échange, c'est pas quand. Non, parce que quand on est sur le plateau et certaines choses se disent. Mais ce qui se passe, il a dit qu'il n'y a pas eu marche, mais je vais lui expliquer. Ce qui se passe en Amérique. Ce qui se passe en Amérique, c'est ceci. Vous voyez, c'est que non seulement les médias disent, oui, il y a augmentation, et tous les jours, vous voyez les médias dire ça, qu'il y a augmentation des prix, c'est qu'on va prendre le pouls du citoyen. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Et les sondages informent le gouvernement pour dire attention, ta cote de popularité baisse. C'est ça qui fait que le gouvernement... Le sondage n'est pas élection. Oui, allez-y. C'est ça qui fait que le gouvernement agit. Il agit parce qu'il est alerté par le sentiment
ou ce que ressent le citoyen. Le sentiment. Maintenant, vous vous trouvez dans une situation où, depuis 2016, aucun syndicat ne pouvait marcher, ne peut marcher. OK? Sauf le 1er mai, parce qu'on va me dire qu'il y a eu quelques marches quand même. Depuis 2016, aucun syndicat ne pouvait marcher au Bénin ici. Et toute marche interdite, tout rassemblement interdit. Enfin, je peux me tromper, il y a M. Parapé, il y a aussi... Non, faut pas dire que jamais. Ils peuvent me relever, mais les marches ont été systématiquement interdites. Vous l'avez dit. Alors, ce qui fait que et les gens maintenant en ont ras-le-bol parce que les prix augmentent, les députés qu'on a ne se préoccupent pas de ça. L'État se déploie au quotidien, on parle. Prend des mesures. Prend quelles mesures? Vous vous rappelez que lorsque les prix ont flambé entre-temps, le gouvernement allait expliquer que c'est l'Ukraine qui a fait que... Maintenant, est-ce que c'est l'Ukraine? Mais malgré les explications, il y a eu comme des mesures, non? Il ne faut pas les écouter. Oui, 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 mais je veux croire qu'il y a des mesures. Mais s'il y a des mesures que les prix continuent de flamber, ça veut dire qu'il y a une incompétence quelque part. C'est clair. Pour moi, il y a une incompétence. Non, je voudrais dire que à aucun moment un gouvernement démocratique ne peut empêcher. Et le président Talon, ce qu'il nous a promis, n'a jamais été qu'on va empêcher les marches au Bénin. Je vous rappelle qu'il a dit lui-même que na Homani président, na Homani mais pas marcher pour le président. C'est lui-même qui a dit ça. Et donc, à aucun moment, on ne devait s'attendre sous son régime à ce qu'on interdise les marches. Un préfet qui écrit des trucs là la veille, les autres sortent maintenant des lettres. Nous constatons qu'on l'a informé depuis des mois et qu'il n'a pas répondu, etc., etc. Donc, moi, je crois que il est important que le gouvernement... Que ça ne se répète plus. Non, c'est pas que ça ne se répète plus. C'est-à-dire qu'il y a un principe qui fonctionne chez le gouvernement, qu'il faut qu'il revoie. À savoir que, vous voyez, on a fermé des magasins à Parakou récemment. Sur le plan économique, ce qui est sur le plan économique, là, les rapports de force, il faut les enlever. Il faut enlever ça complètement. Il faut aller à la négociation. Les rapports de force, il faut pas de la société. Il n'y a rien à dire. Il n'y a pas de GD sans rapport de force. Il n'y a pas de GD sans rapport de force. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Vous voyez combien de fois il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Oui, mais les rapports, je ne sais pas si le gouvernement du Bénin a plus de force que le gouvernement des États-Unis. Mais moi, je vis au quotidien. Je vis. Les rapports de force existent, mais justement, c'est qu'elle ne se déploie pas sur le faible. Elle ne se déploie pas. La force ne se déploie pas sur le faible. Aux États-Unis, ça ne se déploie pas sur le faible. Merci. Si vous déployez la force sur le faible aux États-Unis, quand vous soyez président ou pas, on vous poursuit après. C'est ça le problème. Oh, ici chez nous, le président, il est dans une impunité totale, ce qui fait qu'il peut faire n'importe quoi. Après, personne ne lui dit rien. Vous faites la force, vous déployez la force sur les faibles. La force aux se États-Unis. déploie contre le président. Quand on est bien penseur, bien parleur, défenseur des libertés. Lorsqu'on va contre celui qui est légitimement gagné pour pouvoir implémenter sa politique. Non, on peut aller contre, c'est à lui de savoir, c'est d'avoir géré les forces. C'est à lui de savoir gérer les rapports de force. On est défenseur de liberté. Non, je ne le pense pas. Moi, je pense sincèrement que ce qui est important à savoir, c'est que nous avons un gouvernement depuis 2016 qui s'appuie sur... Il ne peut pas faire de la magie, mais discuter avec les uns et les autres. Je peux avoir faim. Lorsque j'ai faim et que c'est toi qui détiens la solution à mon problème, lorsque tu viens à moi, tu dis, bon, tu sais, pardon, laisse tomber, on va pouvoir régler ça comme ça, comme ça, comme ça. Il y a une différence entre ça et venir à toi et dire, ben, si tu ne te tais pas, je vais te taper. Il y a une différence entre ça. Moi, j'ai comme l'impression que Agapit vide la gestion de l'État et tout ça là de la question humaine. La question humaine, elle est fondamentale à la gestion de l'État. C'est pas moi qui gouverne, mon cher. À la fin de cette émission, mais cette semaine, le mercredi dernier, aurait dû démarrer cette tournée gouvernementale pour aller expliquer quand même aux populations les actions du gouvernement, ce qui est fait et ce qui est quand même projeté à faire pour les 2 années à venir, mais on a constaté que cela a été reporté à une date ultérieure. Mais l'esprit, la démarche de cette tournée-là, quelle est votre appréciation? Mais, écoutez, la population dit que j'ai faim. Elle veut manifester, on la réprime.
Elle a été autorisée à Bon, manifester. ça dit, bon, autorisé, bien sûr, ben, on n'a pas d'autorisation normalement. Donc, on n'est pas dans un régime d'autorisation, on est dans un régime déclaratif. Voilà le Manitou qui est là et qui donc détenteur de tous les pouvoirs et qui, disons, dispose du peuple comme il entend et dit, vous pouvez en souffrir, vous n'y pourrez rien. Je viens. Tout ça là, c'est des ingrédients qui aujourd'hui, n'est-ce pas, amènent la population et vit ça. Non seulement vit ça sur le plan moral, sur le plan psychologique, mais également sur le plan matériel avec la faim, la vie chère. Le rôle d'un gouvernement, c'est d'anticiper. Gouverner, c'est prévoir. Alors maintenant, voilà une telle situation et tout l'argent qu'on va déployer pour envoyer les gouvernants, les députés, etc. sur le terrain pour expliquer quoi à qui? Ne dit-on pas que ventre affamé n'a point d'oreille? Il faut d'abord prendre tout cet argent-là, mais pour stabiliser les prix des produits de première nécessité, le maïs, etc. Donc pour que déjà la population puisse être soulagée, n'est-ce pas, de ses souffrances morales et matérielles relativement à la faim. Est-ce que vous pensez Donc que la population aura un moment inapproprié, de satisfaction? c'est-à-dire cette tournée-là, dans le contexte actuel, c'est une injure à la population. Et donc, elle ne devait même pas être programmée, à mon avis. Dans ces axes. Et même mieux, pardon, mais c'est ce qu'on a reproché au gouvernement de Yahya Boni, non? D'utiliser l'argent du gouvernement donc pour pouvoir aller faire de la propagande. Qu'est-ce qu'on refuse, qu'est-ce qu'on fait? Je pense que le gouvernement est libre d'aller expliquer, d'aller expliquer aux populations ce qu'elle fait. Ça fait partie de l'action gouvernementale. Ça fait partie de la politique gouvernementale. En fait, ça n'a pas besoin qu'on en fasse même l'objet d'un débat au plateau. C'est son action. Si quelque chose se passe, si ça crée une situation, si on a un budget sous la main, si on a quelque chose de particulier à dire, d'accord. Mais est-ce qu'on opine, on est d'accord ou pas que le gouvernement il fait la communication sur le terrain? Je vois pas en quoi c'est un événement qu'il faut commenter. Le gouvernement apprécie l'opportunité d'aller sur le terrain ou de ne pas aller sur le terrain. Mais je pense que il faudrait que la communication publique soit quelque chose de bien audible en la matière. L'exécutif n'a pas toutes les mains possibles. Le vrai problème qu'on a dans notre société, c'est que la communication étant démocratisée, tout le monde donne son avis. Finalement, c'est 13 millions de Béninois, 13 millions de gouvernements ou de politiques, comme on dit, 13 millions de Béninois, 13 millions de sélectionnaires, 13 millions de Béninois, 13 millions de... Tout le monde est chef d'État. Tout le monde est sélectionnaire, tout le monde est policier, tout le monde est politologue, et tout le monde opine sur tout le monde. Donc, et pourtant, on dit qu'il n'y a pas de démocratie. Moi, je trouve que bon, tant mieux, parce que ça fait tout le monde est heureux comme ça. Je pense que si le gouvernement a reporté, ça veut dire que tous les éléments ne sont pas encore prêts. Ce n'est pas encore le moment. Mais je reviens sur la marche en disant, le principe d'autorisation est de fait. Dès lors qu'il y a une police publique qui doit encadrer, lorsqu'il y a débordement par exemple, et que des éléments dégénérés, non maîtrisés par les centrales syndicales, brûlent par exemple, et cassent, lorsque vous demandez à un responsable syndical, à des centrales d'en assumer la responsabilité, il peut légitimement dire que ce n'est pas lui. Et après, il aura derrière l'observation de la démocratie et des droits de l'homme, l'ODHP, il aura derrière, et son avocat attitré. Donc, l'État aussi doit prendre cette disposition. Et sous Yahya Boni, je me rappelle, vous vous rappelez encore, cette grande sortie, où Canon à eau, tout cela est sorti pour empêcher, parce que, à l'époque, la communication expliquait déjà que on a dit non parce que on voudrait pas que des éléments dégénérés viennent. Je pense que il y a des grands débats à mener en des endroits meilleurs, avec des rapports mieux pensés, à discuter tranquillement et à remonter à ceux qui vont devenir peut-être patrons demain. Et quand ils vont dire non, on va dire c'est votre rapport. Voilà. Pas le même ressource. Question de sur la sortie du gouvernement reporté. Oui. Bon, moi, je suis d'accord avec Agapit, que le gouvernement peut communiquer quand il veut, comme il veut. Sauf que dans ce cas-ci, la première fois le gouvernement est sorti, c'est quand il y a un problème de prix.
Bon, donc, deuxième fois encore, c'est un problème de prix. Je ne sais pas quelle communication sera, quel argument le discours sera tenu, sera tenu après le premier discours qui n'a pas réglé le problème et le second discours, je ne sais pas ce qu'on va dire, mais ce qui est sûr, j'ai eu à le dire ici la dernière fois, les réalisations sont là. Vous pouvez voir ça sur l'écran, n'est-ce pas? Vous avez vu, les routes sont là, mais les gens ont faim. C'est ça qui est le problème. Et le gouvernement a des leviers pour faire de sorte que les gens n'aient plus faim. Et ça, c'est ce qui fait que les gens demandent et exigent. Levier, là? Voilà. Ah ben écoutez, comment dirais-je, tout gouvernement a la politique de prix, n'est-ce pas? Ça, on peut ne pas interdire le prix et dire que c'est un marché, le marché est libre, etc., etc. Mais vous savez, la politique économique du président Talon, et c'est là, hein, vous pouvez me donner toute une journée, je vais vous expliquer. La politique économique du président Talon, c'est de supprimer les petits commerçants, de supprimer les intermédiaires et d'avoir de grosses structures qui pilotent le système économique. Donc le gari est vendu par qui? Quelle grosse structure? Pardon? Le gari. Oui. C'est vendu par quelle grosse structure? Mais vous Oui, il a dit, prenez c'est le, une tendance. j'ai dit c'est une tendance économique et vous le verrez sur tous les secteurs. Maintenant si vous prenez le gari, ok, on va au gari. Le grand, Ok, oui. on va au gari. C'est l'un des rares secteurs qui n'ont pas encore été régulés. Le maïs. Dans 2 minutes. Le maïs. Non. Mais vous savez pas qu'il y a des intermédiaires qui ont Non. le Non. ah Non. ah Ils ont- ok. Ça n'empêche pas d'aller sur le marché. Agapit, merci. Il faut aller chez les producteurs. Ce qui faisait, Il y en a, attendez, il y en a. tout à l'heure, vous voyez, elle interrompt toujours, elle interrompt toujours. Non, parce qu'il y a Mais des- ce qui parce qu'il y a faisait des le choses prix, qu'on ne peut pas non, valider sur les attendez, papiers, oui, c'est mais pas- attendez, c'est ce que nous disons, c'est ce que nous disions au début, Non, non? on dit la C'est même ce que nous chose. disions au On début. dit la même chose. Alors, donc, Oui, oui. voilà, donc, attendez, pas ce qui intervenir sur faisait les que, personnes. ce qui faisait que le maïs baissait de prix, vous savez, tout à l'heure, il a repoussé de revers de la main l'ONASA. Mais c'est ça. Je vais pas repousser. J'ai dit que- Bon, mais c'est ça. L'ONASA était la structure qui permettait, quand les spéculateurs veulent faire augmenter le prix, d'injecter dans le système un maïs de bas prix pour faire baisser le prix. Mais on a supprimé cela. Et quand vous supprimez cela, et que vous laissez maintenant la liberté d'agir, les spéculateurs, ce sont ceux-là, justement, qui ont les moyens, qui ont les gros moyens. C'est eux qui stockent le maïs. Et c'est eux qui créent En aujourd'hui. économie libérale, l'État n'est pas vendeur. Merci Ah, à mais- vous, Paul Marie je- Ressou. L'État n'est pas vendeur, Merci. l'État est régulateur. Non, je suis désolé, Agapit, mais il l'État faut pas l'État a désoler, toujours faut des pas stocks, désoler. l'État a toujours des L'État n'est réserves, pas vendeur. l'État a déjà L'État toujours va des avoir réserves. vendeur, il peut avoir Merci. réserve de maïs. Agapit, C'est n'a pas pas son compris. rôle. Merci. Mais Merci. c'est son rôle, c'est son rôle. Merci. Mais là, Des bon, coopératives, donc, des coopératives. ne condamnez pas les travailleurs des qui disent coopératives qu'on a agricoles, fait. oui. Ne L'État, condamnez non. pas les travailleurs qui disent Alors, qu'on a fait. merci à vous. Ah, mais justement, ne Merci. condamnez pas les Merci. travailleurs qui disent qu'on a fait. Paul Marie Parce que Ressou. l'État a le rôle La régie de me faire fait de si on sorte risque de que, le couper. non, écoutez, C'est- quand même, c'est c'est pas très important élégant. de le dire. L'État a le rôle de faire de sorte, et c'est sous tous les cieux du monde, de faire de sorte que les prix n'aillent pas dans la liberté C'est vers le comme haut. ça on voit l'État. Voilà. Merci Après, à vous, on- Paul on Marie veut Ressou, parler de analyste l'État, politique, trop présent, spécialiste de la l'État. gouvernance On d'État, va qui est l'État, avec il faut faire du Maître stock du Aboubacar Baparapé, avocat à la Cour, président de l'ODHP, l'Organisation pour la défense des droits de l'homme. Vous étiez face à Agapit Napoléon Mafoïka, analyste politique, chroniqueur politique. Je suis quand même heureux que Cam soit finalement revenu dans le plateau et que nous finissons dans la bonne ambiance, en point de convivialité. Maître Baparapé, Oui. le rendez-vous est pour une autre fois. Bon, c'est d'accord. D'accord. Pas d'accord juste pour échapper. Non, non, il va pas échapper. Il va- Merci à vous. Son agenda va finir par coïncider Merci avec également à l'agenda. Agapit Napoléon Mafoïka, une fois encore. Paul Marie Ressou, merci. Merci, c'est un plaisir. Merci pour le Mettez cas. l'horloge là, comme ça. Chers amis internautes, voilà qui m'a été l'info hebdo de ce samedi. Merci pour l'attention. Portez-vous bien. On se retrouve par la grâce et la volonté divine demain dimanche pour l'invité.